En pleine mutation, surtout au cours de cette année, on a bien remarqué, on a bien observé l'évolution de l'économie chinoise. L'Africain maintenant veut un engagement plus serré avec la Chine. Selon vous, quel rôle jouent les pays émergents dans les affaires internationales? Ces pays émergents et aussi avec les puissances d'antan, et c'est au travers du dialogue et de partenariat que les choses vont avancer. Le projet de Bagatelle Dam est en cours. C'est un projet en coopération avec une entreprise chinoise. Donc, quel est votre commentaire sur ce projet-là? Bon, c'est un projet qu'on fait effectivement avec la Chine, mais je crois que la Chine a joué un rôle très important dans le développement de pas mal de projets d'infrastructure à Maurice. On a eu par exemple le projet de tout à l'égout, on a eu la construction des routes, on a eu beaucoup de projets. Mais comme je dis, je crois que ce partenariat va demander à s'approfondir, que ce soit au niveau des projets. Mais moi, vu, comme vous avez bien dit, ma formation de scientifique, j'aimerais voir encore plus de partenariats et d'échanges dans la science, parce qu'avec un petit pays comme Maurice, on peut faire dans la très haute valeur ajoutée. Le petit volume, très haute valeur ajoutée, et c'est là où la science a un rôle fondamental à jouer dans l'évolution de notre économie. La communauté chinoise est présente depuis très longtemps dans la société mauricienne. Comment qualifieriez-vous la contribution des Chinois sur l'île Maurice? Et où en sont les relations culturelles et de peuple à peuple entre les deux pays? Vous savez, les Chinois, c'était les Sino-Mauriciens d'ailleurs, c'était les dernières vagues d'immigration de Maurice. Et moi, j'ai beaucoup d'amis de Sino-Mauriciennes. Et ce que j'apprécie avec cette communauté de la composante mauricienne, c'est qu'ils sont des dieux travailleurs. Ils travaillent très dur, ils sont vraiment consciencieux dans ce qu'ils font, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça pourrait expliquer pourquoi ils sont économiquement peut-être dans beaucoup de familles sino-mauriciennes, sont très bien faits, parce qu'il y a cette volonté de travailler dur et qui caractérise la communauté sino-mauricienne. J'espère que d'autres composantes de notre société vont adopter la philosophie de travail de la communauté sino-mauricienne. Donc on ne peut que saluer leur contribution pour l'évolution économique de notre pays. Destination connue pour ses sites touristiques, l'île Maurice dispose du revenu par habitant le plus élevé d'Afrique. Même si elle est située géographiquement en Afrique, Maurice est un carrefour des cultures africaines, européennes et orientales. Ce métissage se retrouve dans l'architecture, la cuisine, les paysages et l'atmosphère conviviale propice aux vacances qui règnent sur l'île. L'île Maurice compte une importante communauté chinoise. Chaque année, lors du Nouvel An chinois, de nombreuses activités traditionnelles sont organisées. Lors de la fête du printemps 2016, la célèbre créatrice de mode chinoise, Vanessa Chia, accompagnée de top modèles venus de Shanghai, a organisé sur l'île un défilé qui mettait à l'honneur la Chipa, la robe traditionnelle chinoise, et qui avait également pour but de promouvoir l'esprit d'innovation et de créativité auprès des talents locaux. La présidente de la République, le vice-président de Maurice, ainsi que 200 invités de divers horizons étaient présents lors de cet événement. Maurice est le seul pays d'Afrique à avoir instauré un jour férié pour la fête du printemps. De son côté, la Chine a instauré en 1988 un centre culturel à Maurice, le premier jamais créé à l'étranger. Vu la grandeur de la Chine, avec cette diversité de cultures, oui, il faut qu'il y ait encore plus d'arrivées culturelles chez Maurice, pas seulement sur Maurice, mais sur l'Afrique, pour qu'il y ait une meilleure appréciation du fait que la culture chinoise est une culture très diversifiée. Maintenant, si on veut revenir maintenant sur Maurice, pour nous Mauriciens et pour nous Africains, si on veut par exemple miser sur le tourisme chinois, il faut que nous comprenions et nous apprécions la diversité de la Chine. Et dans ce contexte, c'est vraiment du donnant-donnant. Et j'espère que tout le monde va sortir gagnant parce que vraiment la Chine a une diversité culturelle qui est extraordinaire. La Chine est un pays en pleine mutation, surtout au cours de cette année, on a bien remarqué, on a bien observé
l'évolution de l'économie chinoise. L'Africain maintenant veut un engagement plus serré avec la Chine. Selon vous, quel rôle jouent les pays émergents dans les affaires internationales? Ces pays émergents et aussi avec les puissances d'antan, et c'est au travers du dialogue et de partenariat que les choses vont avancer. Et depuis son indépendance, l'île Maurice a mis au point une économie parmi les plus dynamiques d'Afrique. Donc d'où vient cette réussite? Vous savez, depuis l'indépendance en 1968, au départ, l'économie mauricienne se reposait essentiellement sur la canne. Et très vite, les gouvernements successifs se sont rendus compte que avoir l'économie axée seulement sur un produit qui était la canne n'était pas très sain. Il fallait diversifier. Mais diversifier, c'était bien d'avoir cette vision de diversification, mais quels moyens se donner? Alors, les moyens qu'on s'est donnés au départ, c'était au travers d'une éducation qui a été rendue accessible à tout le monde, filles et garçons, à partir de 1976. Et moi, je pense, et je le redis, ça a été un point tournant pour Maurice. Parce qu'avec un peuple formé, une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre formée, c'était possible de faire dans cette direction, dans cette vision qu'avaient les gouvernements successifs. Au fil des décennies, on a aussi su diversifier l'économie, qui veut dire que l'économie mauricienne, ça tourne sur plusieurs piliers, entre autres le secteur financier, le tourisme, le textile, entre autres. Mais il y a aussi une chose, comme vous avez bien cité, la gouvernance. Ça, c'est un élément qui est très important. Et si on a un assainissement au niveau de la gouvernance, si on a des élections, une alternance, je crois que tous ces éléments rentrent pour que l'économie mauricienne a été ce qu'elle a été et ce qu'elle deviendra aussi dans les années à venir. Et comme vous avez mentionné, le gouvernement mauricien accorde beaucoup d'importance à la protection de l'environnement. Vous êtes une fameuse biologiste, vous avez même créé une bioparc. Donc je voudrais savoir quels sont les projets existants entre la Chine et l'île Maurice dans le domaine de la biologie et quelles sont les perspectives. Bon, vous savez, lors de ma dernière visite en Chine, qui remonte à octobre 2015, et aussi j'ai eu le grand privilège de participer au sommet de FOCAC, qui était à Johannesburg. Et on a beaucoup parlé effectivement de l'économie verte, on a parlé de l'économie bleue, on a aussi parlé de l'économie blanche. Alors, moi je pense que le sommet de FOCAC, il ne faut pas regarder en termes de finalité. Moi, je pense que pour le sommet de FOCAC, il faut regarder ce partenariat qu'on tisse avec la Chine. Et je crois qu'avec la vision chinoise pour l'Afrique, je crois qu'au sommet de FOCAC, on a beaucoup parlé de ces différents thèmes d'économie, mais ce qu'on a aussi parlé à FOCAC, et je crois que c'est quelque chose qui revient de manière très forte, c'est que les pays africains souhaitent un engagement encore plus rapproché de la Chine sur le continent. Par exemple, la paix et la sécurité. L'engagement au niveau de la connaissance, du partage de la connaissance pour qu'on peut tirer l'économie africaine vers le haut. Parce qu'à ce jour, on a beaucoup focalisé sur la matière première. Et moi, je crois sincèrement que l'économie africaine va s'en sortir. On peut parler de notre et de nos nouvelles. Parce que si vous avez toujours cette externalisation, c'est-à-dire une vue externe à l'intérieur du continent, ben évidemment, il y aura un regard différent. Mais l'Afrique doit pouvoir parler de son histoire, doit parler de son actualité. Et je crois qu'il est temps qu'il y ait dans tout ce qu'on appelle le landscape médiatique, une média africaine. Ministres et experts africains se sont réunis au mois d'août pour suivre les acquis du sommet Chine-Afrique. Donc, selon vous, quelles sont les retombées de ce sommet en matière de développement des relations sino-africaines? Bon, la Chine a sa propre politique pour l'Afrique et on a vu manifestement pendant les 20 dernières années une forte présence chinoise en Afrique, pardon. Et
évidemment, il y avait une vision sur laquelle je crois que les décideurs chinois ont travaillé avec le continent. Mais comme je reviens encore une fois avec ce que je viens de dire, c'est que l'Africain maintenant veut un engagement plus serré avec la Chine. Cet engagement, comme je l'ai dit, ça peut se passer par exemple dans tout l'aspect sécuritaire, un engagement de la Chine, un engagement de la Chine vis-à-vis la transformation de la ressource, un engagement de la Chine vers des secteurs clés comme l'agriculture, le développement de l'énergie renouvelable, l'exploration minière, oui, mais une transformation. Et c'est ça ce que je crois que l'Afrique attend un peu plus de la Chine. Et moi, je pense qu'avec, comme je viens de dire, avec les points forts comme la jeunesse, comme la connectivité, que ce soit aérienne ou autre, je crois que tous sont ces facteurs sur lesquels la Chine pourrait, disons, jongler aussi avec l'Afrique pour qu'on avance ensemble. Au mois de septembre de cette année, la ville de Hangzhou de la Chine a accueilli le sommet du G20. Donc les pays participants sont des pays développés ainsi que des pays en voie de développement. Donc selon vous, quel rôle jouent les pays émergents dans les affaires internationales? Bon, déjà, le G20 est un modèle très important parce que, comme vous avez bien dit, le G20 reprend les pays comme la Chine, comme la Turquie, l'Argentine, je crois, c'est aussi le G20. Donc, ça montre une volonté de faire les choses ensemble. Alors, c'est plus, je peux utiliser l'anglicisme, c'est plus le top-down. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que on nous dise ce que par exemple, certaines puissances veulent faire, mais c'est dans le dialogue et dans le partenariat que les choses vont avancer. Et là, si vous regardez, je vais reprendre peut-être les déclarations qui ont été faites à la COP21. On a parlé 55 pour 55 au niveau des émissions. Et là, on va revenir encore une fois avec ce dialogue et aussi ce consensus qui va se dégager au niveau du G20 pour affronter et confronter les problèmes de ce monde. Et ça ne peut se faire qu'avec le partenariat serré entre ces pays émergents, qui effectivement, on a utilisé souvent l'acronyme BRICS. Alors, ces pays émergents et aussi avec les puissances d'antan, et c'est au travers du dialogue et de partenariat que les choses vont avancer. Alors que la croissance économique mondiale est de plus en plus faible, l'importance des pays en voie de développement devient de plus en plus évident. Pour vous, le développement des relations sino-africaines joue quel rôle dans la multipolarisation à l'œuvre aujourd'hui dans le monde? Bon, pendant très longtemps, on a vécu dans un modèle de monde bipolaire. Et avec les pays émergents, avec la partie du moment où, par exemple, l'accès à l'information, le développement se base sur une connaissance, le développement, le progrès peut se faire sans qu'il y ait un apport en capitalistique très élevé. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir émerger les grands pays, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, entre autres. Moi, je pense qu'on est bien parti pour un monde multipolaire. Et un monde multipolaire verrait bien quand même les intérêts du monde, les intérêts du citadin du monde, des citoyens du monde à vivre en paix. Et l'évolution comme on voit, on est parti pour un monde multipolaire. Et c'est pas très mauvais au final.